Précédemment, dans Red Universe. L'humanité est déchirée. Tout d'abord, Materwan fut le théâtre d'une révolution d'ampleur planétaire qui mit à bas le régime corrompu du dernier roi promptement remplacé par une république. Mais elle dégénéra en une pieuvre totalitaire sous la férule du contre-amiral Pophéus, chef de la redoutable armée de Manteau. Face à ce revirement, deux réactions. Celle des mutualistes, organisation très secrète qui réussit l'exploit de mettre en échec le nouveau régime et également à capturer le second de Pophéus, le lieutenant Ralato. Celui-ci leur échappa grâce à l'intervention de Fabio, son frère, un mental également mais au pouvoir incommensurable. L'autre réaction fut de fuir Materwan, fuir grâce à l'Exode, le plus formidable mouvement de population jamais vu, fuir vers Antares 4, une petite planète rouge et froide de l'autre côté de l'univers. Mais les anciens démons minent toujours ce morceau d'humanité, réparti sur 7 transporteurs géants. Conflits sociaux, ethniques, politiques ou militaires poursuivent l'Exode. Red Universe. La plus grande saga galactique jamais racontée au podcast. Chapitre 12. Dernier pas, premier pas. Premier épisode. Bonjour à tous, vous êtes bien sur X1 Media et c'est Ted Mausen en direct du transporteur numéro 1 pour l'édition du soir. Les titres. Transporteur numéro 5, 6 et 7. Le grand départ vers la passe de Magellan devrait avoir lieu dans les prochaines heures, même si le secret est de rigueur. Pourquoi ce choix de configuration de vaisseau par convoi ? Dérapage scientifique. Se conformant à des positions stellaires, des astronomes prétendent que nous aurions perdu 10 minutes de temps ce matin. Nos reporters sont partis les chercher. Et occupant nos unes depuis plusieurs semaines maintenant, nous allons donc prendre des nouvelles de nos tourtereaux rebelles, j'ai nommé Phil et Adenor, qui s'installent en ce moment dans le transporteur numéro 3, dirigé par le colonel Momumba Arlington. Qui nous fait l'honneur d'être notre invité ce soir pour nous accompagner durant cette émission. Mon colonel, c'est un plaisir de recevoir une personnalité aussi illustre sur ce plateau. Nos multispectateurs ont probablement tous entendu parler de votre rôle durant la Révolution Castix. Avant de commencer, pourriez-vous d'ailleurs évoquer avec nous votre refus absolu à l'époque de participer à toute formation de gouvernement, brièvement ? Bien sûr, Ted. Je vous remercie tout d'abord de m'accueillir dans votre si prestigieuse émission, où certains de mes collègues commandants ont eu l'honneur de s'asseoir dans ce même siège. Et je me ferai donc une joie de répondre à vos questions ou de donner mon opinion sur les sujets qui font votre une ce soir. Merci mon colonel. Donc, votre refus de participer à un gouvernement Castix, d'où provient-il ? Figurez-vous que votre question ne manque pas de piquant, car on me l'a posée il n'y a pas 2 jours. Une brave vieille femme qui vaquait dans les cités intérieures du transporteur dont j'ai la charge. Elle me disait avec un accent typiquement amalache, « Monsieur le commandant, c'est un homme comme vous qui aurait dû diriger Materwan. Vous êtes bon et droit, nous n'aurions pas eu à partir. » Évidemment, je suis gêné de le présenter ainsi à vos multispectateurs, d'autant que l'Exode n'est pas composé que d'anciens rebelles ou familles de rebelles, mais c'est ainsi, cette femme m'appréciait. Alors, ne me décontenançant pas, je lui répondis à brûle-pourpoint, « Mais madame, peut-être que ça aurait été pire si ça avait été moi là-bas. Au moins ici, mes bêtises ne gênent pas beaucoup de monde. La preuve, vous m'appréciez. » Inutile de préciser à quel point elle s'est amusée de cette cocasserie. Oui. Donc vous ne vous jugiez pas apte à assumer des responsabilités planétaires, c'est cela ? Bon résumé, nous pouvons dire cela en effet. Quoique personnellement, je nuancerais ces propos. Mais pour des raisons de temps d'antenne, il me semble préférable que nous restions dans cette généralité. Merci pour votre réponse. Cela fait plaisir d'échanger avec un lettré tel que vous qui, nous le sentons bien, éprouve un réel plaisir à partager et à communiquer devant nos multispectateurs. Passons donc à la question suivante qui est liée à la composition de l'ordre de traversée de la passe de Magellan. Pourquoi plusieurs départs successifs et pourquoi cette configuration ? En schématisant peut-être. Schématiser, dites-vous ? Ted, vous me poussez dans mes derniers retranchements cognitifs. Je vais tenter de vous apporter une réponse adaptée à votre demande. Laissez-moi trouver une bonne analogie. Merci mon colonel. Donc je vous propose un instant de nos sponsors pour vous laisser le temps de vous préparer. Oh non, je n'ai rien à mettre pour lui plaire. Que faire ? Je n'ai rien de bien. Mais pourquoi ne vas-tu pas chez Natib ? Il te propose tout un catalogue de vêtements de soirée.
Natib, les vêtements, à toute occasion. Retour sur X1 Media, votre chaîne d'information de l'Exode. Nous sommes toujours en compagnie de monsieur le colonel Momumba Arlington, qui s'apprêtait à nous expliquer les raisons de l'organisation spéciale, en convoi, des transporteurs pour la traversée de la passe de Magellan. Oui, Ted, et je vous remercie pour cet intermède publicitaire m'ayant laissé le temps nécessaire à la réflexion. Donc c'est un peu comme les bancs de poissons. Rien n'attire plus les chasseurs, humains ou animaux, que ces petits poissons se déplaçant en grand nombre. Ils se disent tous qu'avec une telle quantité, il suffit de plonger dedans pour en attraper un. Dans notre cas, vous parlez sans doute des pirates. Certes, mais pas seulement. La traversée de la passe demeure, quoi qu'en disent les optimistes, un moment délicat, qui peut nécessiter l'aide d'un autre transporteur en soutien. Par soutenir, j'entends une assistance matérielle et humaine. Donc vous sous-entendez que l'on regroupe les transporteurs pour s'entraider dans la passe, mais alors justement, qu'en est-il du banc de petits poissons? Ah mais Ted, un banc de poissons est composé d'une immense quantité d'individus, donc j'entendais par là la totalité de l'Exode, les 7 transporteurs traversant en une fois. Bien sûr, cependant le dramatique exemple du transporteur numéro 2, s'étant soldé par la mort du commandant Bazavech, prouve également que séparé l'on est plus vulnérable. Sauf qu'en fin de compte, c'est l'arrivée d'un second transporteur, celui du colonel J.F. Hill qui a sauvé le vaisseau. Je ne voudrais pas me présenter comme trop prétentieux devant vous, Ted, mais c'est justement un magnifique exemple de la justesse de cette stratégie. Vous savez, comme disaient les anciens sages, un échec passé peut devenir une victoire future, pour peu que l'on sache en tirer les bonnes conclusions. Très belle maxime en effet. J'en profite pour rappeler l'organisation des convois, qui a été rendue publique il y a quelques jours déjà. Premier convoi, transporteur numéro 6, 7 et 8, du colonel J.F. Hill, du colonel Sterling Price et de la commandante Benkana. Second convoi, transporteur numéro 2 et 4, commandé par monsieur Junta et sa sœur, la lieutenant-colonel Onawan. Et enfin, troisième et dernier convoi, vous-même et le général Décembre dans les transporteurs numéro 3 et 1. Et qu'en est-il de l'armement de ces transports? Restera-t-il en l'état avec des croiseurs, des chasseurs lourds et légers et des hommes de troupe? Hélas, comme souvent dans les missions ayant trait à la sécurité, je ne peux vous donner la composition exacte de nos forces. X1 Media diffuse dans toute cette région reculée de l'espace, et il est possible que de mauvaises oreilles soient également à notre écoute. Cependant, je puis au moins vous assurer qu'une redistribution complète a été soigneusement mise au point en vue de parer à toutes les éventualités. L'Exode a la chance de compter dans le conseil des commandants, mais également dans leurs conseillers, des hommes et des femmes d'expérience et de qualité qui sont rodés dans l'exercice de la protection des convois spatiaux. C'est un gros avantage, ne l'oubliez pas. Donc vous ne craignez pas une attaque pirate? Je ne crains qu'une seule chose, mon bon ami, la même chose que mes ancêtres, que le brame de l'hypogazelle ne soit pas assez fort pour réunir les couples et préparer les troupeaux de demain. Merci pour votre réponse limpide, mon colonel. Je vous propose une petite virgule, et nous nous retrouvons après pour ce qui ressemble presque à un canulaire scientifique, la perte de temps. A tout de suite, ne zappez pas! Après une dure journée de travail, venez vous décompresser et laissez votre corps profiter de la douceur des bains Eastman. Raid d'univers, à suivre. Précédemment, dans Raid Universe. Et qu'en est-il de l'armement de ces transports? Restera-t-il en l'état avec des croiseurs, des chasseurs lourds et légers et des hommes de troupe? Hélas, comme souvent dans les missions ayant trait à la sécurité, je ne peux vous donner la composition exacte de nos forces. X1 Media diffuse dans toute cette région reculée de l'espace, et il est possible que de mauvaises oreilles soient également à votre écoute. Dérapage scientifique. Se conformant à des positions stellaires, des astronomes prétendent que nous aurions perdu 10 minutes de temps ce matin. Nos reporters sont partis les chercher. Raid d'univers. La plus grande saga galactique jamais racontée au podcast. Chapitre 12. Dernier pas, premier pas.
Deuxième épisode. Vous êtes sur X1 Media, et c'est le journal du soir en direct du transporteur numéro 1, avec pour invité aujourd'hui le prolixe colonel Momumba Arlington, commandant du transporteur numéro 3. Alors passons à cet extraordinaire second sujet qui, s'il ne divisait pas la communauté scientifique, aurait toutes les apparences d'une comédie burlesque. Nous avons l'habitude de perdre notre temps, mais il s'avérerait que ce matin, nous en avons perdu un peu plus que d'habitude. Où est-il passé ? Une enquête de Jack Blast pour X1 Media. Bonjour, avez-vous une sensation étrange ce matin, comme si le temps s'était arrêté? J'étais sous la douche lorsque le petit ami de ma coloc est entré dans la salle de bain. Pendant quelques secondes, j'ai vraiment cru que le temps s'était arrêté. Et qu'est-il arrivé? Il m'a invité au cinéma en tête-à-tête ce soir. Bonjour, ce matin, avez-vous eu la sensation que le temps s'était arrêté? Non, enfin, pas spécialement. Vous savez, ici, c'est une boutique d'encens et de drogue légale. Alors le temps, il arrive régulièrement qu'il disparaisse tout seul. Bonjour, ce matin, le temps se serait arrêté. L'avez-vous remarqué? Pas le temps, je suis pressé. Si vous vous demandez pourquoi X1 Media m'envoie poser cette question saugrenue aux habitants de la station Pignata El Grande, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas au fait de l'inquiétude qui secoue la petite communauté scientifique présente sur nos transporteurs et la station. Nous avons eu la chance de pouvoir interviewer un astronome de grande renommée, le professeur Swarkov, alors qu'il tenait une conférence de presse sur ce sujet. Mesdames et messieurs, c'est par l'analyse la plus poussée que j'ai mis en lumière ce phénomène et je vous interdis de me traiter de la sorte. C'est de l'acquisition obscurantiste. Vous ne pouvez pas réfuter les faits. Dégage! Bonjour professeur, je suis Jack Blast, reporter à X1 Media. Pouvez-vous nous dire quelques mots au sujet de votre découverte? Bien sûr! Il faut que l'humanité sache ce qui vient de se passer ce matin. C'est extrêmement grave. Nous avons 10 minutes, 15 secondes et 8 dixièmes de notre temps qui a disparu à 9h44 de la matinée exactement. Mais que voulez-vous dire par disparu? J'entends par là qu'à cette heure précise, la zone de la station Pignata El Grande ainsi que le transporteur et tout sur une zone de plusieurs centaines de kilomètres ont vu le temps stopper sa course alors qu'il se déroulait normalement dans le reste de l'univers. C'est-à-dire que nous aurions sauté une période de temps? Mais c'est difficilement concevable. Quelle preuve apportez-vous? Je suis astronome, mon garçon. Je calcule et recalcule les positions des étoiles, les distances interstellaires, et j'étudie le passé en observant le plus profond de l'espace. Ce matin, mes calculs ont détecté une anomalie. Il m'a fallu plus de 5 heures pour en tirer cette si surprenante conclusion que des incrédules peuvent avoir tant de mal à admettre. Mais avez-vous des collègues qui ont refait les calculs de leur côté et qui puissent corroborer vos dires? Oui et non. En fait, il s'agit de données très fines. Et certaines corroborent, tandis que d'autres démontrent le contraire. Ce temps ne s'attrape pas comme ça, vous savez. Mais il semble bien qu'il ait attrapé quelque chose ce matin. Un rhume peut-être. Vous vous moquez, jeune effronté. Je retourne à mon laboratoire. Et tel cabinet, on me comprendra que dans 100 ans, tous des ignares. Depuis, c'est le statu quo chez les savants. Certains parlent de défaillance informatique en cascade, et d'autres d'un événement stellaire qui aurait faussé les calculs. Mais quelques voix murmurent que nous ne sommes qu'à une journée de transition de la passe de Magellan, et qu'il ne serait pas si étonnant que des dommages collatéraux surviennent par-ci par-là. Peut-être plus souvent qu'on ne le pense. C'était Jack Blast depuis la station Pignata El Grande, à vous les studios. Mon colonel, avez-vous ressenti quelque chose ce matin? Maintenant que vous le dites, je crois m'être ragé plus longtemps que prévu, car mon menton est particulièrement lisse, je trouve. Dites-nous donc, durant votre vie chargée d'une multitude d'événements, vous est-il arrivé des moments un peu étranges? Des anecdotes à la limite du surnaturel? Et si oui, peut-être pourriez-vous brièvement en évoquer une? Oh oui, et même plusieurs. Malheureusement, ils sont tous placés sous le sceau du secret des Fanches. Je ne pourrais vous en parler sans vous faire immédiatement mettre au fer dans un lieu secret. Décidément, vous êtes plein d'humour. Ces moments extraordinaires sont donc si secrets que vous ne pouvez les partager avec nos multispectateurs? Oui. Eh bien, à tout de suite pour la dernière partie de votre édition du soir sur X1 Media, juste après cette page de publicité.
Voici Jack. Jack peut faire son footing sereinement, car il sait que s'il se blesse, son assurance prendra tout en charge. USE, tout peut arriver. Nous sommes là pour vous aider. Raid d'univers, à suivre. Précédemment, dans Raid Universe. Et occupant nos unes depuis plusieurs semaines maintenant, nous allons donc prendre des nouvelles de nos tourtereaux rebelles, j'ai nommé Phil et Adenor, qui s'installent en ce moment dans le transporteur numéro 3, dirigé par le colonel Momumba Arlington. Nous avons eu la chance de pouvoir interviewer un astronome de grande renommée, le professeur Swarkov, alors qu'il tenait une conférence de presse sur ce sujet. Ces moments extraordinaires sont donc si secrets que vous ne pouvez les partager avec nos multispectateurs ? Oui. Eh bien, à tout de suite pour la dernière partie de votre édition du soir sur X1 Media, juste après cette page de publicité. Raid d'univers. La plus grande saga galactique jamais racontée au podcast. Chapitre 12. Dernier pas, premier pas. Troisième épisode. Vous êtes sur X1 Media, et c'est la dernière partie de ce journal du soir avec notre invité, le colonel Momumba Arlington. Mon colonel, pour ce dernier sujet, vous êtes directement concerné, car il s'agit du devenir des ex-fugitifs Phil et Adenor que vous avez accueillis à bord de votre transporteur. Avant de vous donner la parole, laissons notre envoyé spécial à votre bord, Titus Matran, nous narrer les derniers événements pour X1 Media. Philgood et Adenor Kirishi. Les voici rejoignant leur appartement alloué au bord du transporteur numéro 3. Comme vous pouvez le constater, un cordon de sécurité a été mis en place autour du bloc d'habitation où ils habitent pour justement nous empêcher, nous, journalistes, de faire notre travail. Heureusement, il est possible de trouver quelques astuces, mais nous y reviendrons dans quelques minutes. Auparavant, voici une interview réalisée au quai peu après leur arrivée en navette. Bonjour, pourriez-vous nous décrire les circonstances de leur arrivée? Bon, tout d'abord, on a eu une sacrée fausse. La navette, elle était pilotée de manière un peu dingue, pas vrai? Ouais, même qu'on a eu des technos qui se sont discrètement éclipsés de peur d'un crash au beau milieu des quais. Mais leur pilote était un putain de bon. Vas-y, raconte. Le gars, il arrivait bien trop vite, il a redressé à l'ultime seconde pour s'amarrer parfaitement aux accroches de pont. Comme si son but était de ne perdre aucune seconde. Même le commandant était inquiet. Oula oui, il s'est même renseigné pour savoir si c'était un appontage habituel. En tout cas, après, il a su les accueillir très courtoisement. Ah, on se serait cru dans le beau monde, Mazette. Qu'entendez-vous par courtoisement? La dame a eu droit aux baise-mains, les deux autres à une poignée, mais avec les deux mains. Vous voyez, comme ça, là. Les deux autres, dites-vous? Il y en avait un troisième? Bah, il y en avait deux ou un avec la dame. Je sais pas trop, je les voyais que du coin de l'œil. Nous, on assurait surtout la sécurité pour ceux qui voulaient entrer. Bah, il me semble qu'il y avait deux, mais je pourrais pas le jurer. Oh, c'est pas important. Et après? Que s'est-il passé? Ils ont pris le tubulaire numéro 4, celui qui conduit vers l'arrière de la cité intérieure. Vos collègues journaleux ont d'ailleurs eu du mal à les retrouver. Mais c'est notre commandant, il adore vous rouler dans la farine, hein, pas vrai? Ah oui, c'est son truc. Merci, messieurs. Une arrivée que l'on pourrait donc déjà qualifier de rocambolesque, avec de la voltige, des tentatives pour éviter le reporter. Cependant, avec X1 Media, nous sommes bien préparés à ce genre d'entourloupe du pouvoir. Et avec l'aide de quelques habitants de la cité, nous avons pu nous faufiler à travers des barrages.
Voici ce que nous avons découvert. Monsieur Good? Phil Good? Quoi? Vous avez réussi à nous retrouver jusqu'ici? Allons, monsieur. Juste quelques phrases pour nos multispectateurs qui suivent avec passion vos aventures depuis le transporteur numéro 7. Laissez-nous tranquilles. Madame, votre concubine est-elle avec vous en ce moment? Derrière cette porte? N'entrez pas. C'est une propriété privée. Nous avons des gardes qui vont bientôt passer. Et ne m'obligez pas à les appeler dès maintenant. Des gardes? Êtes-vous donc en prison? Eh bien... en résidence surveillée, en dépit de nos droits les plus stricts. Aurait-on omis de vous en informer? Il semble en effet. Quelles sont donc vos libertés de mouvement? Pas énorme malheureusement. Un chaperon nous accompagnera en permanence. Attention, j'entends la patrouille qui va passer. Parlez de nous! Donc Phil Good et Adenor sont bel et bien prisonniers. Certes, les conditions de détention sont bien souples, mais une prison reste une prison. La dernière phrase du jeune lieutenant ne laisse aucun doute. Parlez de nous. C'était Titus Matran depuis le transporteur numéro 3. À vous, X1 Media. Mon colonel, une déclaration? Vous me voyez très déçu de plusieurs choses, Ted. Tout d'abord, il semble y avoir des lacunes grossières concernant la sécurité mise en place autour de l'habitation de nos 2 réfugiés. Réfugiés? Il semble qu'ils ne voient pas les choses de la même manière, colonel. J'insiste sur le terme réfugié. Ce que le lieutenant Good appelle garde et chaperon n'est placé là que pour leur éviter une invasion de journalistes. Votre métier est honorable et utile à la société, cher Ted, mais il est de mon devoir de protéger l'intimité et la tranquillité de mes ressortissants. Au moins dans leur foyer, ne pensez-vous pas? Certes, mais que dire de vos autres ressortissants qui ignoraient jusqu'à ce journal leur simple présence? Vous sembliez vouloir la laisser la plus discrète possible, d'après les témoignages de vos hommes de sécurité. Mais Ted, si mes hommes ont parlé, c'est peut-être que justement cela n'était pas censé rester longtemps si discret. Vous tentez de nous faire croire que ces fuites étaient... volontaires? Mon colonel, une réponse peut-être? Ces hommes et femmes à bord de mon transporteur ne sont guère différents de la vieille dame dont je vous ai parlé précédemment. S'ils se sont permis de vous faire ces confidences, c'est qu'ils savaient que le blackout était terminé. Nous avons une confiance inébranlable dans notre soutien mutuel. C'est une des forces de ce transporteur dont j'ai l'honneur d'avoir la charge. Nous sommes tous solidaires. Soit. Espérons seulement que Phil et Adenor goûtent cet esprit d'équipe aussi finement que vous-même. Ne vous inquiétez pas, ils viennent seulement d'arriver. Laissons-leur le temps de s'adapter. Je m'enorgueillis de penser que le transporteur numéro 3 est un des vaisseaux de l'Exode où il fait le mieux vivre. Nos 2 amis vont vite le découvrir. Très bien, ce sera donc le mot de la fin. Merci pour votre présence ce soir à nos côtés, mon colonel. Tout le plaisir était pour moi, Ted. Je reviens quand vous voulez. Bien entendu. C'était Ted Mausen, en direct du transporteur numéro 1 pour le journal du soir d'X1 Media. Passez une bonne fin de soirée, et à bientôt. On peut tous avoir des problèmes de vision. Vieillesse ou fatigue, les opticiens d'Opticible sont qualifiés et répondent parfaitement à ce que chaque personne demande. Venez dans un de nos magasins, le test de vision est gratuit. Opticible, dévoilez l'invisible. Raid d'univers à suivre. Précédemment, dans Raid d'univers. Et qu'en est-il de l'armement de ces transports? Restera-t-il en l'état avec des croiseurs, des chasseurs lourds et légers et des hommes de troupe? Hélas, comme souvent dans les missions ayant trait à la sécurité, je ne peux vous donner la composition exacte de nos forces. X1 Media diffuse dans toute cette région reculée de l'espace, et il est possible que de mauvaises oreilles soient également à votre écoute. Nous avons des gardes qui vont bientôt passer, et ne m'obligez pas à les appeler dès maintenant. Des gardes? Êtes-vous donc en prison? Eh bien... en résidence surveillée, en dépit de nos droits les plus stricts.
Aurait-on omis de vous en informer? Il semble en effet. C'était Ted Mausen, en direct du transporteur numéro 1 pour le journal du soir d'X1 Media. Passez une bonne fin de soirée, et à bientôt. Raid Universe. La plus grande saga galactique jamais racontée au podcast. Chapitre 12. Dernier pas, premier pas. Quatrième épisode. Vous devriez lui dire bonjour et être gentil avec elle. Préconisa soudain Fabio, confortablement installé dans le canapé du salon de Phil et Adenor. Le lieutenant allait lui demander de s'expliquer quand retentit la sonnette de l'entrée du logement. Les soldats d'Arlington étaient les seuls à oser s'aventurer jusqu'à leur porte, et il ne les aimait guère. C'est donc le gosier sec qu'il s'en alla ouvrir la porte. Celle-ci s'ouvrit sur une grande fille brune, maquillée et habillée d'un style plutôt suggestif, qui semblait sortir d'une sitcom pour adolescents. Bonjour, vous êtes le Feel Good? Je suis Catherine, votre voisine. Enchantée Catherine, vous désirez? Si elle était majeure, ça ne devait pas être depuis très longtemps, se dit le lieutenant, et, durant quelques secondes, les 12 yeux de sa nouvelle voisine perturbèrent ses réflexions. Je voudrais juste vous souhaiter la bienvenue et savoir si nous pouvions faire connaissance. Bien sûr, faire connaissance un de ces jours, on partagera une glace, merci mademoiselle. Adenor claqua la porte presque sur le nez de la jeune femme. Phil se demanda comment les femmes pouvaient avoir parfois la faculté proche de la téléportation. Il lui semblait avoir vu sa compagne à l'autre bout de la pièce il y avait encore quelques secondes. Et toi, j'aimerais un peu plus de self-control quand une pouffe en chaleur te fait les yeux doux. Mais chérie, Laissez-le, Adenor. Vous savez bien comment sont les hommes. Des yeux de serpent se fixèrent sur Fabio au lit, celui qui venait d'avoir la mauvaise idée d'intervenir dans une houleuse explication conjugale. Et vous, espèce de mutant hallucinogène, vous jouez bien votre rôle de punaise, toujours à montrer que vous êtes bien le plus fort, que vous comprenez tout et contrôlez tout. Elle s'avança vers lui, de plus en plus menaçante, mais Fabio ne bronchait pas, toujours avec un petit sourire en coin. Pourquoi donc votre immensité s'est-elle alors donné la peine de venir partager notre misérable existence de réfugiés prisonniers au travers de l'Exode? Ne me venez pas me dire que c'est par amour de votre prochain, vous n'avez pas de prochain. Elle s'était arrêtée à moins d'1 mètre, dominant de toute sa hauteur le petit homme dégingandé, affalé sur le canapé. Malgré qu'il en soit le centre, Fabio suivait la scène de manière presque abstraite. Entendant à peine les pensées d'Adenor avant qu'elles ne deviennent mots, suivant la petite Catherine, satisfaite d'avoir réussi la première approche de sa future proie sentimentale, recevant des échos d'émotions des habitants des conteneurs aux alentours, et 1001 autres petites choses de la vie quotidienne des humains de ce transporteur, voire plus loin. Tout cela ne l'intéressait pas. Il n'en tenait pas compte. Par contre, l'un de ses amis secrets, un petit tournevis translucide flottant dans la pièce avec quelques-uns de ses camarades, l'intriguait au plus haut point. Il semblait avoir des difficultés à exister. Disparaissant à moitié, sa forme se modulant, s'étirant, se contractant. Un peu comme quand on tente de trouver une chaîne de télévision hertzienne. Un peu comme s'il n'arrivait pas à se stabiliser dans ce monde. Soudain, dans une ultime contraction, il s'évanouit dans l'éther en se déchirant sous ses yeux. Pour la première fois depuis longtemps, Fabio fut surpris. Tout semblait naturel pour les autres êtres translucides. Ceux-ci planaient toujours comme si de rien n'était. Mais le mental n'avait pas rêvé. À sa connaissance, jamais une chose pareille n'était advenue. Et ce, depuis qu'il les avait rencontrés pour la première fois. Qu'était-il arrivé? Était-il retourné chez lui? Était-il mort? Il allait devoir enquêter pour comprendre l'événement dont il venait d'être le témoin privilégié. Et cela nécessitait de la tranquillité dans un lieu où on ne le dérangerait pas. Se levant, il contourna Adenor en se lançant d'un pas assuré en direction de la porte. Je suis venu avec vous car je devais changer de transporteur. Vous étiez une couverture parfaite. C'est tout ce que vous devez savoir de mes plans. S'arrêtant devant Phil, il ajouta sur le ton de la confidence. Et si je suis intervenu en votre faveur, c'était précisément pour qu'elle reporte sa fureur contre moi. Vous voyez, Feel Good, je vous aime bien. Je ne suis pourtant pas un de vos grands partisans, Fabio. Répondit un Phil amer.
En aucune manière cela ne me dérange. Et puis, entre nous, si j'étais attiré par la chair féminine, je vous comprendrais sans doute fort bien. Conclut le mutant en ouvrant la porte. Autre chose, entre les journalistes, les policiers et les habitants à la recherche de stars tels que vous, je ne vous conseille pas d'aller vous balader seul dans le transporteur. Vous le désirez, inutile de le nier, votre sécurité n'en serait pas garantie du tout. À bientôt donc. Et il s'éloigna de l'entrée du conteneur, usant de ses pouvoirs pour minimiser le plus possible les rencontres avec des journalistes et particulièrement leurs caméras. Les images transmises en direct sont très difficiles à intercepter, même pour lui. Bon, on fait quoi? Phil restait seul avec sa compagne, pas vraiment calmé. La soirée risquait de se révéler au mieux ennuyeuse. Prends une blouse, nous allons faire un tour. Lui répondit Adenor, plus farouche et plus belle que jamais. Mais il a dit que c'était risqué. C'est un mental extrêmement puissant, mon chou. Il nous a dit ce que nous devions savoir justement pour que cela nous donne envie de sortir. Elle ajouta, un sourire en coin. Je n'avais pourtant aucune intention d'aller me balader. Et toi? À bien y réfléchir. Lui non plus, en effet. Raid d'univers, à suivre. Précédemment, dans Raid Universe. Pourquoi donc votre immensité s'est-elle alors donné la peine de venir partager notre misérable existence de réfugiés prisonniers au travers de l'Exode? Je suis venu avec vous car je devais changer de transporteur. Vous étiez une couverture parfaite. C'est tout ce que vous devez savoir de mes plans. Autre chose, entre les journalistes, les policiers et les habitants à la recherche de stars tels que vous, je ne vous conseille pas d'aller vous balader seul dans le transporteur. Vous le désirez, inutile de le nier, votre sécurité n'en serait pas garantie du tout. À bientôt donc. Mais il a dit que c'était risqué. C'est un mental extrêmement puissant, mon chou. Il nous a dit ce que nous devions savoir justement pour que cela nous donne envie de sortir. Elle ajouta, un sourire en coin. Je n'avais pourtant aucune intention d'aller me balader. Raid d'univers. La plus grande saga galactique jamais racontée au podcast. Chapitre 12. Dernier pas, premier pas. Cinquième épisode. Ils nous ont retrouvés. Vite, par la ruelle. Hurla Phil, alors qu'on entendait derrière eux les cris des journalistes et autres amateurs de célébrités. La chasse au couple avait débuté quasi immédiatement, alors qu'ils sortaient discrètement de la zone contrôlée par les miliciens de Mumumba. Ils avaient bien tenté de les repousser poliment, de faire appel au sens commun, mais rien n'y avait fait. Une déferlante humaine qui leur parlait, les touchait, les bousculait, et qui commençait à tirer leurs vêtements. Ils durent prendre la fuite, aussi surpris l'un que l'autre de revivre ainsi leur malheureuse expérience sur le transporteur numéro 7. Espérons qu'il n'ait pas cette fois-ci à prendre un otage. Les corridors zigzaguaient et se succédaient, tels de longs serpents rectilignes entre les containers de tôle ondulée, concevant l'ubuesque cité intérieure propre à chaque transporteur. Soudain, Adenor s'arrêta brusquement à un angle en hurlant. « Les miliciens !»« Halt ! Arrêtez-vous !» leur cria le sergent, les interpellant par de grands signes. Adenor rentra la tête dans les épaules, serrant les poings. Phil chéri, ils ne nous feront pas de mal normalement ici. Non bébé, sauf que ça me gênerait que nous nous fassions attraper si facilement. La grande femme souria puis ajouta. Je t'aime toi. En se préparant, avec son compagnon, à se battre contre deux groupes se refermant sur eux. Par ici! Vite! Ils levèrent la tête. La silhouette de Catherine se découpait sur le toit de la cité intérieure, elle les interpellait depuis le sommet de la colonne de conteneurs formant l'angle.
Cette petite pêcheuse est encore là. Elle compte nous lâcher un jour. Chérie, nous n'avons pas le temps de finasser. Allons-y, on peut s'agripper et tenter une ascension. Je préfère la milice, pas toi? Lui demanda-t-elle droit dans les yeux. Visiblement, sa future réponse relevait d'une importance des plus prioritaires malgré la situation. Chérie, on peut en parler plus tard. Là, je préfère ma liberté de mouvement si tu veux bien. Quelques secondes de flottement, le regard d'Adenor la tueuse fixé sur son amant. Alors, vous attendez quoi? Vous n'avez pas le temps, dépêchez-vous! Et une sorte de câble électrique dévala la façade, s'arrêtant à quelques dizaines de centimètres au-dessus d'eux. Oh oui, je vais y aller, pour lui trancher la gorge à cette petite salope. Ok, on la tuera après, mais viens, monte! Supplia le jeune lieutenant en aidant sa cavalière à grimper, même si elle semblait n'avoir aucunement besoin de son aide pour cela. L'ascension ne dura que quelques minutes, tandis que leurs poursuivants tentaient l'escalade pour les plus téméraires, ou simplement cherchaient l'entrée des containers d'habitation pour grimper par les escaliers pour les autres. Vous voilà, vite, prenez ma main! Cria Catherine en l'attendant à la compagne de Feelgood. Mais contre toute attente, c'est elle qui fut tirée en avant et se cogna le front contre celui de la jeune femme du Texas. Malgré le choc qui résonnait dans son crâne, elle entendit ces mots hachés et durs comme du métal. C'est mon homme. Tu le touches, tu lui tournes autour, tu l'aguiches, tu le regardes, je te transforme en chair à pâté. Est-ce clair? Oui, madame. Eut-elle juste le temps de répondre avant d'être repoussée violemment en arrière, tombant sur le sol, restant muette sous le choc. Adenor aida Phil à son tour, puis alla négligemment détacher le câble que la petite Catherine leur avait décellé du mur pour les aider. Celui-ci fila tomber dans la ruelle et on y entendit quelques cris. Ceux qui escaladaient la façade à leur poursuite devaient vivre un moment difficile, les uns entraînant les autres. Droite et fière, Adenor toisa les deux autres de tout son long. Et maintenant, petite, nous allons où? Je vous conseille plutôt de me suivre, madame. Ainsi que vos amis. Lui répondit derrière elle une voix masculine bien essoufflée. Adenor se retourna tel un cobra prêt à se battre, reconnaissant le visage du sergent qui leur avait bloqué la route en bas. Nous pourrions tout autant vous assommer prenant la fuite sans babysitter, soldat. Intervint Phil, peu enclin à se laisser faire lui non plus par la junte militaire. Raison de plus pour vous ménager, madame. De toute façon, mes hommes ne répondent qu'à moi-même. Des bruits de foule, de grognements montèrent de l'escalier. Le barrage de miliciens improvisés ne tiendrait pas longtemps, et cela se lisait sur l'expression du visage de Greg. Il pointa du doigt une zone de la cité. Madame, nous ne faisons que notre boulot. Suivez-moi, je vous prie. Petite, quand ils vont surgir, vous tâcherez de les entraîner vers là, pendant que nous partirons par derrière. Puis, se retournant vers Phil et Adenor, il ajouta: Puis-je donner le signal à mes hommes d'évacuer? Ou désirez-vous les voir écrasés par la meute? Les deux amoureux échangèrent un regard. Avaient-ils tant le choix que cela? Raid Univers, à suivre. Précédemment, dans Raid Universe. Droite et fière, Adenor toisa les deux autres de tout son long. Et maintenant, petite, nous allons où? Je vous conseille plutôt de me suivre, madame. Ainsi que vos amis. Le barrage de miliciens improvisés ne tiendrait pas longtemps, et cela se lisait sur l'expression du visage de Greg. Il pointa du doigt une zone de la cité. Madame, nous ne faisons que notre boulot. Suivez-moi, je vous prie. Petite, quand ils vont surgir, vous tâcherez de les entraîner vers là, pendant que nous partirons par derrière. Les deux amoureux échangèrent un regard. Avaient-ils tant le choix que cela? Raid Universe. La plus grande saga galactique jamais racontée au podcast. Chapitre 12. Dernier pas, premier pas.
6e épisode. Il l'a su, pas bête cette manière de faire comme si elle voulait se cacher, sans y parvenir. Elle est douée votre copine, dis donc. Ouais, elle a toutes sortes d'atouts. Répondit une Adenor, serrant les dents. Greg leva un sourcil, sans trop comprendre la remarque, tandis que Phil préféra un mutisme protecteur. Le sergent Greg, aidé de 2 miliciens, escorta donc les 2 étoiles médiatiques sur les toits de la cité intérieure, les aidant à traverser des passages difficiles, conseillant le silence à toute personne venant à les croiser, les guidant au travers du dédale de containers vers une sortie discrète, débouchant sur un couloir empli de tuyaux de toutes sortes. Devant l'air suspicieux de ses 2 protégés, le sergent sourit et passa devant, les 2 autres miliciens fermant la marche. Il s'agit d'un conduit d'entretien qui nous conduira directement en salle des machines. L'accès en est réservé, et la salle du compresseur strictement interdite aux civils, même à certains membres d'équipage. Nous devrions pouvoir y retrouver plus de sérénité. Phil parvenait difficilement à conserver sa patience. Et on y fera quoi en salle des machines? Elle est si passionnante que ça à visiter? Ce n'est pas moi qui suis sorti de mon nid douillet et protégé. Pour partir à l'aventure dans le transporteur. Mon boulot, c'est juste de m'assurer qu'il ne vous arrivera rien de fâcheux. Rétorqua l'autre, hilar. Je vous ai parlé de ma femme. Elle disait toujours que dans la vie, pas la peine de vraiment savoir où l'on va. Du moment qu'on y aille. Pas bête, hein? Ah oui, pas mal. J'avais un oncle avec de bonnes phrases aussi. Par exemple, il disait que des oiseaux en cage ne faisaient jamais de bons œufs. Et il avait raison, votre oncle. Greg s'arrêta une seconde, ajoutant à l'intention de ses 2 protégés. Je ne suis pas là pour vous enfermer, les tourtereaux. Comprenez que je ne fais que mon job. Au fond, je vous apprécie comme tout le monde. L'Exode suit vos aventures depuis déjà pas mal de temps, et vous êtes sympathique. Une petite pause, et il ajouta. Laissez-moi donc vous aider. Puis ils reprirent leur route. Le corridor aux tuyaux se conclut par un sas fermé. Tapotant sur un petit clavier, placé de telle sorte que ses compagnons en ignorent le code, Greg composa une série de chiffres, et d'elle-même la porte se déverrouilla, s'ouvrant sur une vaste salle au milieu de laquelle trônait, imposant, le compresseur transdimensionnel, pièce centrale et incontournable de toute transition hyperspatiale. On a beau connaître la technique, c'est toujours aussi impressionnant de se trouver face à cet engin. Murmura un Phil admiratif, les yeux grands ouverts, comme ses compagnons, laissant la majesté de l'intelligence humaine imprégner sa rétine. L'ensemble ressemblait à un gros scarabée où les pattes seraient d'imposants tuyaux souples, vecteurs de solutions à base de lithium. En son centre, plusieurs parties transparentes bourdonnaient, pulsant régulièrement une lumière éblouissante. De nombreux techniciens vaquaient et surveillaient le monstre, consultant cadrans, moniteurs ou pads portables. Vous savez que j'ai un diplôme en ingénierie multispatiale? Indiqua le sergent à l'intention de son petit groupe. Mais étonnamment, toutes les places étaient prises quand je suis monté à bord. Alors bon, comme mon père était militaire, on m'a proposé un boulot de milicien. Le lieu était bien plus calme, et Phil sentait retomber la pression de sa méfiance envers le sergent. Mieux, aurait-il trouvé un compagnon d'armes? Vous avez déjà servi à bord de vaisseau alors? Ouais, comme vous, Feel Good. Et puis j'ai arrêté, après m'être marié. Ma femme et moi-même désirions un enfant. Vous comprenez quoi? Et elle est morte comment? Intervint Adenor, raidissant le sergent et outrant Phil. Chérie? Laissez. Elle a raison. Oui, madame. Elle n'est plus de ce monde. Ça doit se lire toujours un peu sur mon visage. C'est cela. Puis il reprit sa marche, en direction d'un des angles de la pièce. Contournant un énorme pipeline, il déclina son identité aux quelques gardes sillonnant la zone, puis poursuivit son chemin, ouvrant toujours la voie. Elle travaillait dans la communication. Pour un homme d'affaires un peu trop proche de gens peu recommandables. Des truands du genre mafia, vous voyez. Et un jour, elle a été prise dans un attentat. Et a laissé sa fille, elle. Il s'arrêta, puis dessina un faux sourire sur son visage, ajoutant. Mais je ne vais pas raconter mes malheurs, n'est-ce pas? Allez, venez, nous approchons. Phil posa sa main sur l'épaule du sergent, compatissant. J'ai également perdu ma première épouse, Greg. Dans des circonstances complexes et douloureuses. Je suis désolé pour votre femme. Le sergent ne répondit pas, s'abaissant sous plusieurs tuyaux et câbles de toutes sortes, un peu trop bas. Adenor intervint. Par simple curiosité, Greg, vous nous conduisez où? Pas très loin, vous y serez en sécurité. Faites-moi confiance.
Et le petit groupe continua de s'enfoncer dans les entrailles en arrière de la formidable machinerie. Raid d'univers à suivre. Précédemment, dans Raid d'univers. Le sergent Greg, aidé de 2 miliciens, escorta donc les 2 étoiles médiatiques sur les toits de la cité intérieure, les aidant à traverser des passages difficiles, conseillant le silence à toute personne venant à les croiser, les guidant au travers du dédale de containers vers une sortie discrète, débouchant sur un couloir empli de tuyaux de toutes sortes, et d'elle-même la porte se déverrouilla, s'ouvrant sur une vaste salle au milieu de laquelle trônait, imposant, le compresseur transdimensionnel, pièce centrale et incontournable de toute transition hyperspatiale. Le sergent ne répondit pas, s'abaissant sous plusieurs tuyaux et câbles de toutes sortes, un peu trop bas. Adenor intervint. Par simple curiosité, Greg, vous nous conduisez où? Pas très loin, vous y serez en sécurité. Faites-moi confiance. Raid d'univers. La plus grande saga galactique jamais racontée au podcast. Chapitre 12. Dernier pas, premier pas. Septième épisode. Il flottait, difficilement. Fabio le suivait du regard, dubitatif. Une sorte de petite chaussure, un modèle pour enfants, la forme choisie par un des êtres translucides qui peuplaient son existence depuis si longtemps. Et celui-ci, comme les autres, le troisième depuis l'événement dans l'appartement de Phileas Adenor, semblait avoir des difficultés à exister dans ce plan de réalité. Sa forme se distordait, parasitée de l'extérieur. On sentait des efforts pour résister, puis soudain, il disparut. Comme les autres, le mental se prit la tête entre les mains. Pour l'instant, il ne s'agissait que de quelques êtres par-ci par-là. Mais demain, qu'en serait-il? Prenant appui difficilement sur sa chaise, il s'approcha du lavabo, las, et laissa de l'eau couler doucement dans un gobelet en plastique qu'un précédent locataire avait oublié, dans ce réduit lui servant de logement plus ou moins temporaire. Ces disparitions focalisaient toute son attention depuis plusieurs heures. Il était, certes, inquiet pour l'origine même de son pouvoir, mais bien plus que cela. Il ressentait de l'empathie pour ces petites lumières. Ces êtres vivaient avec lui depuis si longtemps. Pouvait-il les aider, ne serait-ce qu'en comprenant quel était le problème? Il avala une gorgée, le goût âcre ainsi qu'un léger parfum de chlore lui picota le palais. Les cuves des transporteurs n'étaient pas connus pour la qualité gustative de leur eau. Quelques formes flottaient au plafond, nonchalantes. Étaient-elles conscientes de la menace qui planait sur elles? En tout cas, rien dans leur attitude ne le suggérait. Était-ce d'ailleurs réellement une menace? Pour un humain, la disparition signifiait la mort ou l'oubli. Mais pour eux, de mémoire, Fabio ne se souvenait pas avoir jamais assisté à quelque événement similaire. Et pourtant, dans la période où il croupissait, en ultra haute sécurité dans les profondeurs de la prison mentale du ministère, il avait eu le temps de les étudier, de rechercher le moindre tressaillement, la moindre variation dans leur comportement, qui témoignerait d'une volonté de communiquer, d'une intelligence autre que primitive.
Ce n'étaient pas des méduses attirées par les eaux chaudes. Le mental avait la conviction qu'il s'agissait d'êtres intelligents, ou tout du moins de leur représentation dans ce monde. Le simple fait que lui seul soit capable de les voir était en soi la preuve de leur origine subdimensionnelle. Si, à une époque, il avait envisagé une hypothétique folie personnelle, cela n'avait pas résisté aux observations des mouvements de population de ces petits êtres, qui correspondaient systématiquement à des actions mentales plus ou moins violentes et mesurables dans ce monde. Et jamais, au grand jamais, il n'avait vu un de ses amis se volatiliser comme cela se produisait ces dernières heures. Une sorte de cloche à fromage au plafond s'en alla, traversant la paroi du mur, comme si elle n'existait pas, alors que deux autres apparaissaient au travers de la porte, doucement attirés par lui, comme aimantés. Pourquoi rebondissait-il contre lui et les autres manteaux, alors qu'ils traversaient les sols et plafonds ou autres humains? Aucune idée. Peut-être était-ce lié à la réceptivité des manteaux à l'énergie qu'ils dispensaient? Il y a 3 jours, le mental avait fait preuve d'un effort sans précédent pour partir au secours de son frère, englué dans une manipulation psychique nommée insémination, destinée à modifier la conscience d'un sujet, en vue, dans ce cas par exemple, d'en faire un mutualiste convaincu. Il avait anéanti les plans du savant Carmack en même temps que sa cuve sensorielle. Pour obtenir ce résultat, il avait probablement attiré tous les petits êtres de cette région de l'espace et pompé leur puissance, au point de bloquer le temps lui-même dans la zone autour de la station Pignatale Grande. Encore une autre interrogation d'ailleurs. Comment avait-il pu bloquer ce qui ne peut l'être alors que ce n'était pas du tout son objectif? Est-ce que la notion même de temps n'est qu'illusion? Elle aussi capable de distorsion? Et qu'ont donc à voir ses petits amis là-dedans? Il soupira, laissant ses yeux vagabonder à l'intérieur du réduit. Sur le mur, face à l'entrée, était scotchée maladroitement une carte astrale dont le précédent locataire des lieux avait biffé de rouge une zone. Elle n'était plus très éloignée de leur emplacement actuel. Fabio but une nouvelle gorgée du liquide âcre, puis posa le verre dans le lavabo, se rapprochant de la carte. La passe de Magellan. Devant le jeune homme, elle ne semblait qu'un petit point, une simple information entourée de feutres de couleur. Il se pouvait que cette aberration cosmique, compte tenu de ce qu'elle représentait, puisse entraîner des dommages collatéraux quand Fabio utilisait toute sa puissance. Peut-être que c'était elle, et le fait de s'être précipité sans réfléchir pour aider son frère, qui entraînait maintenant les disparitions auxquelles il assistait. Tout était-il donc de sa faute? Près de son épaule, une petite manivelle rebondissait doucement, puis se tordit, s'étira, semblant chercher à retrouver sa forme. Raid d'univers, à suivre. Précédemment, dans Raid d'univers. Sa forme se distordait, parasitée de l'extérieur. On sentait des efforts pour résister, puis soudain, il disparut. Comme les autres, le mental se prit la tête entre les mains. Pour l'instant, il ne s'agissait que de quelques êtres par-ci par-là. Mais demain, qu'en serait-il? Il ressentait de l'empathie pour ces petites lumières. Ces êtres vivaient avec lui depuis si longtemps. Pouvait-il les aider? La passe de Magellan. Devant le jeune homme, elle ne semblait qu'un petit point, une simple information entourée de feutres de couleur. Il se pouvait que cette aberration cosmique, compte tenu de ce qu'elle représentait, puisse entraîner des dommages collatéraux quand Fabio utilisait toute sa puissance. Raid d'univers. La plus grande saga galactique jamais racontée au podcast. Chapitre 11. Dynastie. Huitième épisode.
À quelques pas d'un sas donnant directement à l'intérieur de la machinerie du compresseur dimensionnel, Greg compulsait encore un nouveau clavier. Il se trouvait tout à l'arrière, là où seuls quelques senseurs et caméras de surveillance anonymes informaient les ingénieurs de garde sur le fonctionnement de l'immense appareil. Adenor se rapprocha de Phil, lui pinçant discrètement le haut des hanches. Celui-ci tiqua, mais ne réagit pas, comprenant parfaitement le signal de sa compagne. Cela faisait déjà plusieurs minutes qu'il sentait que quelque chose n'allait pas. Cette zone du compresseur aurait dû leur être inaccessible, même avec des passes de la sécurité. Et surtout, pourquoi une équipe de garde chargée de les escorter les aurait conduits ici? Greg? Se hasarda-t-il. Oui, mon gars. Je termine de composer quelques chiffres et je suis à vous. Greg, que faisons-nous ici? Arrêtez vos mensonges. Le sergent ne répondit pas de suite, terminant d'entrer son code. Puis baissa les épaules, soufflant profondément. Là, très là. Devant eux, la pièce sur laquelle donnait le sas s'illumina. Un ronronnement de chat s'y élevant doucement. Greg leva la main en direction de la petite lucarne, les invitant à se rapprocher avec lui pour voir. Dans un échange de regards, Phil et Adenor se partagèrent les rôles. Au cas où cela tournerait mal, à elle les deux miliciens, à lui le sergent. Voilà, je m'excuse par avance. Phil avança doucement pour jeter un œil à travers le hublot, sans rien remarquer d'extraordinaire. Il s'agissait là de la zone d'évacuation des compresseurs, là où l'on injectait les fluides usagés pour éviter une surpression. Un lieu vite invivable si... Il comprit trop tard. Profitant de son inattention, le sergent Greg lui enfonça un couteau de combat au travers de son flanc droit. Le jeune lieutenant ouvrit grande la bouche, écarquilla les yeux, alors qu'il sentait l'air commencer à s'échapper de ses entrailles, et le sang coulait là où il n'aurait pas dû se trouver. Hurla Adenor. Déstabilisée par le choc de voir son amant gravement touché, elle n'eut pas le réflexe d'éviter le coup de matraque d'un des miliciens derrière ses genoux, la forçant à tomber au sol. Malgré l'impact de la douleur, elle intercepta la matraque du second milicien qui s'abattait sur elle, et d'une clé agile lui cassa le poignet, profitant de son lancer pour le précipiter sur son acolyte. Les deux roulèrent au sol tandis qu'à la force de ses bras, la jeune femme se traîna en direction de son amant. Phil, chérie! Celui-ci sentait ses forces l'abandonner, glissant dans les bras de Greg, qui l'accueillait en lui murmurant de macabres conseils. Laissez-vous aller, lieutenant. Ne luttez pas. Votre mort sera douce. Je suis sincèrement désolé. Vous n'auriez pas dû approcher cette vipère. Adenor! Elle va vite vous rejoindre dans le sas d'expulsion. Vous l'avez reconnu, n'est-ce pas? On activera un processus et vous serez volatilisé sous la pression brûlante. Ça sera très rapide et sans douleur. D'ici là, ne luttez pas. Et d'un coup sec, il retira le couteau, laissant le sang pénétrer les poumons encore plus aisément, tandis que l'autre laissa échapper un haut le cœur déjà gargouillant. Phil, c'est Le sergent jeta un regard haineux vers la jeune femme qui touchait maintenant la jambe de son compagnon. Mon chéri, réponds. Un coup sourd venait de couper net le hurlement de la Texane. Les miliciens l'avaient rattrapée et abattaient leur matraque sur la jeune femme, lui brisant plusieurs os. Celle-ci semblait loin de tout cela, n'avait Dieu que pour son compagnon, ensanglanté, agonisant dans les bras de cet homme au regard si cruel. Assez! Ordonna-t-il, et les coups cessèrent de pleuvoir, laissant place aux multiples vagues de douleur. Mais ce n'était que pour son fil que ses larmes coulaient, pour lui qu'elle aimait, pour son amour, son espoir. Sans un mot, le sergent Greg fit signe à ses hommes d'ouvrir le sas, et soulevant prudemment le lieutenant Good, il l'emporta à l'intérieur de la petite pièce, le déposant avec précaution sur le sol. Encore quelques secondes pour lui prendre le pouls, puis il se tourna à nouveau vers la jeune femme au sol, pratiquement paralysée sous les coups violents et destructeurs qu'elle avait reçus. Alors, Texane, madame, agent 12, est-ce quelques petits coups de matraque, de miliciens peuvent vous mettre ainsi hors jeu? Puis, s'adressant à ses acolytes, il ajouta: Venez les gars, on s'éloigne, et on va voir si elle est capable de laisser ce pauvre gars
qu'elle prétend aimer seule à son destin. Un à un, ils sortirent non sans chacun leur tour frapper de leurs rangers une Adenor à terre, sans défense. Le coup de Greg était certainement le plus violent. Piégée. Et cela n'avait rien d'original. Telles ces condamnées obligées de creuser leur tombe, elle devait aller d'elle-même s'enfermer dans la sienne. Inspirant douloureusement, les deux jambes brisées, elle serra les poings, les dents, les paupières, et rampa. Elle sera aux côtés de son fil pour l'ultime instant, et tant pis si ces salopards y tiraient quelque plaisir. Effort après souffrance, ralentrée après douleur, elle réussit à passer l'obstacle du sas pour pénétrer dans la pièce. Encore 1 mètre et elle serait avec lui. Raid d'univers, à suivre. Précédemment, dans Raid Universe. Il s'agissait là de la zone d'évacuation des compresseurs, là où l'on injectait les fluides usagés pour éviter une surpression. Un lieu vite invivable si... Il comprit trop tard. Profitant de son inattention, le sergent Greg lui enfonça un couteau de combat au travers de son flanc droit. Hurla Adenor. Déstabilisée par le choc de voir son amant gravement touché, elle n'eut pas le réflexe d'éviter le coup de matraque d'un des miliciens derrière ses genoux, la forçant à tomber au sol. Elle va vite vous rejoindre dans le sas d'expulsion. Vous l'avez reconnu, n'est-ce pas? On activera un processus et vous serez volatilisé sous la pression brûlante. Ça sera très rapide et sans douleur. D'ici là, ne luttez pas. Alors Texan, madame, agent 12, est-ce quelques petits coups de matraque, de miliciens peuvent vous mettre ainsi hors jeu? Puis s'adressant à ses acolytes, il ajouta: Venez les gars, on s'éloigne, et on va voir si elle est capable de laisser ce pauvre gars qu'elle prétend aimer seul à son destin. Elle sera aux côtés de son fil pour l'ultime instant, et tant pis si ces salopards y tiraient quelque plaisir. Effort après souffrance, ralentrée après douleur, elle réussit à passer l'obstacle du sas pour pénétrer dans la pièce. Encore 1 mètre et elle serait avec lui. Raid d'univers. La plus grande saga galactique jamais racontée au podcast. Chapitre 12. Dernier pas, premier pas. Neuvième épisode. Benkana avait du mal à se passionner pour la réunion en cours. Elle, la grande commandante Benkana, l'héroïne de la résistance, faisant partie des 7 chefs chargés de guider l'exode à bon port, elle, qui avait près de 90 000 personnes sous sa responsabilité, souffrait d'un mal d'amour. Et pourtant, le conciliabule en cours avec JFI et Sterling Price était de la toute première importance. Il s'agissait de mettre au point les derniers préparatifs du voyage au travers de la redoutable et si déroutante passe de Magellan. Et cela allait conditionner leur prochaine semaine de traversée.
Mais où commence le mois, sinon juste après du ça? Salah avait quitté le logement du premier officier du transporteur depuis quelques jours, le soir du départ de Good et Kirishi. Certes, ce déménagement était envisageable, mais pas obligatoire. Elles auraient pu poursuivre leur cohabitation en réattribuant les anciens appartements de la princesse et de ses serviteurs à d'autres exodés. S'agissait-il d'une réelle rupture ou d'un message fort de la princesse? Aurora. J.F.I.L. interrompit le fil de ses pensées pour la ramener à une réalité bien terre à terre. Aurora, reste avec nous, je te prie. Si tu acceptes d'ouvrir le convoi, tu seras non seulement la première à pénétrer le nouvel espace de l'autre côté, mais surtout, tu seras exposé à tout piège ou accident dans la passe. Sans compter l'aspect médiatique de la chose. Je vous garantis une ruée d'X1 Media, ainsi que leurs confrères durant la traversée. Intervint Sterling Price, griffonnant sur une feuille quelques informations importantes, d'un épais stylo plume aux armoiries royales. Benkana n'allait pas se laisser déstabiliser maintenant. Elle savait se reprendre en main. J'en suis consciente, messieurs. Tout comme du fait que je n'aurai que peu de temps libre devant être le plus souvent à la passerelle de mon navire. Mais passons aux questions rapides et pratiques. Quelle sera la distance entre nos vaisseaux dans l'espace interdimensionnel? Elle fut surprise de voir les deux colonels se figer, puis simultanément s'enfoncer dans leur épais fauteuil. L'un se massant les paupières tandis que l'autre observait la station au travers du hublot. Aurora serra les dents. Elle avait certainement manqué un morceau de la discussion. Prise en défaut, elle n'avait d'autre choix que de reconnaître les faits. Bon d'accord, j'avais la tête vraiment ailleurs. J'accepte vos critiques, Colonel Hill, Colonel Price. Maintenant, si vous voulez bien m'aider à revenir dans la conversation, je me ferai un plaisir d'y participer. Vous en faisiez déjà partie, commandant. Lui rétorqua un Price amer. Les collaborateurs dispersés ou peu capables de concentration ne faisaient habituellement pas long feu à ses côtés. Et pourtant, il allait devoir pactiser avec cette femme à la limite du sauvage et de l'indiscipliné. Colonel, je vous prie. Modéra Hill, en levant une main apaisante. Nous ne sommes pas au pire des moments. Serrons-nous les coudes maintenant, pour encore en avoir la possibilité plus tard, voulez-vous? L'autre maugréa, mais, après une profonde inspiration, revint poser ses coudes sur la table de réunion. Merci, colonel. Donc, Aurora, nous parlions de 2 clics maximum entre chacun de nos transporteurs. Si tu prends la tête du convoi, je serai le dernier, tandis que notre ami prendra le centre. Parfait, j'accepte. Et que me conseillez-vous pour la gestion des médias? J.F.I.L. se tourna vers Sterling Price, dont la maîtrise de la chose médiatique n'était plus à démontrer depuis la gestion des émeutes communautaires à bord de son transporteur. Communiquer en permanence, quitte à en dire trop. Nommez un porte-parole qui saura répondre aux questions à votre place en cas de problème majeur requérant toute votre attention. Ne dissimulez rien, car au moindre soupçon, les pires peurs se déchaîneront. Il ne faut pas oublier que nos passagers seront dans un état de stress avancé, rupture définitive avec les leurs, les effets de la passe, la longue période en transition, l'inconnu du futur. Ah et justement, quels sont les effets que nous allons rencontrer à l'intérieur de la passe? L'un de vous en a-t-il idée? Pour Benkana, ce mystère était parmi les plus déroutants que les marins de l'espace se racontaient. Et les versions si étranges et si contradictoires les unes des autres ne donnaient pas idée claire de la chose. Sterling Price fit la moue, avouant une méconnaissance totale du sujet. Quand J.F.I.L. inspira et prit la parole. Avez-vous déjà rêvé que vous voliez? Avez-vous déjà affronté une tempête dans un tunnel? Et les autres regardèrent l'ancien guerriero sans comprendre, à la recherche d'un code quelconque. Il éclata de rire. Mes amis, si vous pouviez voir vos têtes. En gros, ce sont des vagues qui modifient notre perception du temps et qui vont nous traverser ainsi que les vaisseaux. Cela se traduira parfois par des sons décalés, par des fantômes passés futurs d'actions en cours et d'autres joyeusetés dans le genre. J'étais assez jeune quand j'ai vécu cette expérience. Certains détails m'échappent encore maintenant. Mais ce n'est pas dangereux ou incapacitant pour nous ou nos instruments? S'enquit un Sterling Price en proie à une inquiétude grandissante. Déroutante au plus, on s'y fait. C'est comme le mal de l'espace ou l'abus d'alcool fort, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez donc pas, il suffira juste de prévenir les passagers bien à l'avance et de faire preuve d'énormément de patience et de pédagogie. Ceci étant dit, il leva sa canne de bois sculptée et la posa sur la table. Mes amis, nous allons être la tête de pont d'une nouvelle vague d'espoir pour l'humanité. Jurons que nous ne faillirons pas, déclara-t-il soudain solennellement, rentrant sa tête dans ses épaules d'un air mi-mystérieux, mi-farceur. Tous trois posèrent une main sur le bois et jurèrent. Le sort en était scellé, et le départ, désormais, très proche.
Raid Universe, à suivre. Précédemment, dans Raid Universe. Le conciliabule en cours avec JFIL et Sterling Price était de la toute première importance. Il s'agissait de mettre au point les derniers préparatifs du voyage au travers de la redoutable et si déroutante passe de Magellan. Mes amis, nous allons être la tête de pont d'une nouvelle vague d'espoir pour l'humanité. Raid Universe. La plus grande saga galactique jamais racontée au podcast. Chapitre 12. Dernier pas, premier pas. Dixième épisode. Le sas était refermé. Greg, par le hublot, observait les dernières minutes des stars médiatiques baignant dans leur sang, affalés l'un contre l'autre, sur le sol de la petite pièce ronronnante. Dès le prochain changement de cycle, un processus d'évacuation des gaz ionisés à ultra haute température s'enclencherait, emplissant la pièce d'une brume orangeâtre sous pression. Les milliers d'ouvertures tapissant le sol et les murs allaient ensuite s'ouvrir simultanément, déclenchant un appel d'air vers le vide extérieur qui emporterait tout. Les corps allaient être brûlés, écrasés, éjectés dans l'espace en 4 secondes. L'agent 12 vivra quelque chose de proche de ce qu'elle avait fait vivre à sa femme, Rachel. Il retourna se placer devant la console, surveillant le compte à rebours. La clé était déjà enfoncée, et il n'avait plus qu'à la tourner pour autoriser l'expulsion. Derrière lui, les miliciens montaient la garde aux 2 accès, même si peu de chances que quiconque ne vienne ici. Les caméras avaient été piratées, et un complice était d'astreinte au centre de surveillance. Encore 2 minutes. Le compteur égrenait ses secondes et ses dixièmes à un rythme effréné. Pourtant, cela semblait durer des heures pour Greg. Inspirant profondément, il saisit la clé pour être prêt à enclencher la vidange, et le petit pendentif accroché à celle-ci tinta, émettant quelques éclats de lumière clignotantes multicolores. Rachel et lui étaient alors mariés depuis 1 an. Lui, jeune spécialiste en ingénierie multispatiale, rentré d'une mission de plusieurs semaines, et ils avaient tous deux programmé quelques jours bien mérités de retrouvailles en couple. Le stage qu'elle accomplissait chez un vieil homme d'affaires, une connaissance de la famille, l'entraînait comme assistante de comptabilité dans des voyages impromptus tout autour de Materwan. Le jeu en valait la chandelle, une possibilité d'emploi stable et bien rémunéré. Ce jour-là, alors que le matelot première classe Greg débarquait sur la station de transit, sa femme, Rachel, se trouvait à bord d'un convoi de plusieurs 4x4 en zone désertique du sud, pour un rendez-vous d'affaires avec un gouverneur influent. Greg ne fut pas spécialement surpris de ne trouver personne chez eux à leur arrivée. Il était fréquent que des retards s'accumulent dans les grands voyages d'affaires. Tout au plus, ne pouvait-il qu'espérer que ce ne serait qu'un contretemps rapidement passé. 30 secondes. Il serra les dents comme la clé, redoublant les tintements du médaillon. Seul souvenir tangible d'elle. 3 jours plus tard, alors qu'il tentait de contacter tous les services publics et privés à sa recherche, un officier de police vint lui annoncer la terrible nouvelle. Suite à un attentat non revendiqué, le gouverneur de la province, l'homme d'affaires et une quinzaine d'autres personnes avaient trouvé la mort, dont sa femme. Il leva les yeux vers le sas. La lumière verte au-dessus de la porte vira au rouge. Il ne restait plus qu'une dizaine de secondes. Dans quelques petites secondes, tu seras vengé, Rachel. Les années que j'ai passées à percer les mensonges de l'armée, l'omerta de la mafia, le silence des journalistes prendront fin. Greg ? 3 secondes. Le ronronnement permanent prenait une sorte d'intensité toute nouvelle.
Les gaz emplissaient les cuves d'attente. Enfin! Greg, ne m'ignore pas, je te prie. Il tourna la clé. Le contacteur s'enclencha, puis... rien. Le ronronnement ne faiblissait pas, mais aucun processus ne s'enclenchait. Aucun gaz brûlant n'emplissait la salle de l'agent 12. Il insista, tourna et retourna la clé quand 2 mains douces et chaudes se posèrent sur son avant-bras. Et alors seulement, il réalisa ce qu'il venait d'entendre. Il leva les yeux et la vit, souriante, belle, ses cheveux ondulant doucement sous quelques brises inconnues. Rachel! La bouche de la jeune femme bougea légèrement, comme si elle ne faisait que souffler une réponse destinée à lui seul. Oui, mon mari. C'est moi. Raid d'univers à suivre. Précédemment, dans Raid d'univers. Dans quelques petites secondes, tu seras vengée, Rachel. Les années que j'ai passées à percer les mensonges de l'armée, l'ométra de la mafia, le silence des journalistes prendra fin. Le ronronnement permanent prenait une sorte d'intensité toute nouvelle. Les gaz emplissaient les cuves d'attente. Enfin! Il leva les yeux et la vit, souriante, belle, ses cheveux ondulant doucement sous quelques brises inconnues. Rachel! La bouche de la jeune femme bougea légèrement, comme si elle ne faisait que souffler une réponse destinée à lui seul. Oui, mon mari. C'est moi. Raid d'univers. La plus grande saga galactique jamais racontée au podcast. Chapitre 12. Dernier pas, premier pas. Onzième épisode. Le sergent Greg restait sans bouger, une expression béate se dépeignait sur son visage face à cette apparition. C'était impossible qu'elle soit là. Il devait être victime d'une sorte d'hallucination. Comme pour répondre à ses doutes, les 2 mains raffermirent leur prise. Il sentait la pression des doigts, le doux contact de la peau et de la dentelle dont était faite la sage chemise de nuit. Et même son léger parfum commençait à lui titiller agréablement les narines. Mais comment est-ce possible ? Est-ce si important ? Elle ferma les paupières, laissant son sourire rayonner de plus belle. Sa femme revenait aussi resplendissante que dans ses souvenirs. Tournant lentement la tête, comme pour lui indiquer une direction, elle fixa le sas de la pièce d'expulsion où se trouvaient l'agent 12 et son compagnon. Doucement, elle y entraîna son mari. Qui sont ces gens, Greg ? C'est cette femme, celle qui est responsable de... Enfin, je te croyais morte, dans un attentat, et je vais retrouver, voilà. Et je vais lui faire payer ta mort, me te venger. Au milieu de la pièce close, Adenor serrait son compagnon, la tête levée dans le creux de sa nuque, attendant la fin. Du sang coulait lentement de la plaie de fil, traversant et tachant les vêtements pour s'étaler sur le sol en une petite flaque rubis. Et tu étais obligé de te transformer en bourreau pour cela ? En mon nom ? Rachel,
Pardonne-moi ce spectacle. Il n'y aurait eu aucune justice sur l'Exode contre ces anciens actes. Ici sont mélangées toutes les tendances de la Révolution, et même de Materwan en général, et font table rase du passé. Mais pas toi, n'est-ce pas? Elle lui lâcha la main et déverrouilla le sas avec grâce, malgré l'effort qu'il avait fallu au sergent pour bloquer le mécanisme de sécurité. Viens, entrons. Il la suivit à l'intérieur, toujours abasourdi par ces 6 étranges retrouvailles, bien incapable de penser très loin. Leurs 2 mains se glissèrent l'une dans l'autre. Greg ne sachant quoi faire, il se laissa guider par elle. Il l'avait retrouvée. Mais comment une chose pareille se pouvait-elle? Parle-moi d'elle, lui demanda-t-elle, debout à ses côtés, regardant à leurs pieds le couple agonisant. Elle se nomme Akoa. Elle a été chargée de tuer ton employeur en s'abordant la rencontre avec le gouverneur de la province. Et elle a dépassé ses ordres, assassinant systématiquement toutes les personnes présentes, dont toi, mon amour. Il ne put cacher un ton amer en lâchant ces dernières paroles. Tu la hais alors? Tu la hais car tu la rends responsable de ma mort? Bien sûr. Elle a appuyé sur la gâchette. Elle a tout fait pour te tuer, alors que tu n'étais pour rien dans cette affaire. Rachel se raidit imperceptiblement. Donc tu l'as tué car j'ai été une victime indirecte de son précédent métier? Oui, si tu veux, oui. C'est cela. Mais je suis certain qu'elle y a pris plaisir. On ne devient pas assassin sans perversion. Tu ne pouvais pas le savoir, mais ce n'est pas elle qui m'a tué. Une seconde équipe avait posé des explosifs le long du convoi. Elle lui planta alors froidement son regard dans les yeux, comme lorsqu'elle lui faisait ces scènes moralisatrices du temps de leur vie conjugale. Qu'elle était belle. As-tu pris également l'avis des généraux qui avaient commandité cet acte, ou celle du traître qui nous avait dénoncés? Non, je ne les ai pas retrouvés, d'ailleurs. C'est une chance extraordinaire qu'elle soit passée à la télévision de l'Exode, que je sache comment la retrouver. Et comptes-tu également torturer à mort la personne responsable de ma présence là-bas, alors que mon mari rentrait de sa longue mission le jour même? Quoi? Je veux dire, comptes-tu mettre fin à tes jours comme tu comptes mettre fin à ceux de ces gens-là? Une de ses mèches brunes tourna sur elle-même et glissa, zébrant le si joli front de sa femme d'un éclair foncé. Tu as eu combien de maîtresses durant ces longs voyages? Combien de fois m'as-tu trompé entre les bras ou les cuisses d'une autre? Mais... Tu as donc oublié, n'est-ce pas? La mémoire est si sélective chez toi. Lors de ta permission précédente, nous avions eu une explication sur tous ces indices qui te suivaient. Tes vêtements, ces cadeaux, ces messages, ces sourires en coin de tes camarades, ces regards échangés avec des femmes de la base. Les souvenirs te reviennent-ils? Raid d'univers, à suivre. Précédemment, dans Raid d'univers. Au milieu de la pièce close, Adenor serrait son compagnon, la tête levée dans le creux de sa nuque, attendant la fin. Du sang coulait lentement de la plaie de Phil, traversant et tachant les vêtements pour s'étaler sur le sol en une petite flaque rubis. Comptes-tu mettre fin à tes jours comme tu comptes mettre fin à ceux de ces gens-là? Les souvenirs te reviennent-ils? Raid d'univers. La plus grande saga galactique jamais racontée au podcast. Chapitre 12. Dernier pas, premier pas.
12e épisode. Une série de flashbacks illumina alors la mémoire du sergent. Oui, sa permission précédente avait tourné au vinaigre, et elle avait accepté d'accompagner son patron dans le sud pour passer le minimum de temps avec lui. Cela lui revenait maintenant. C'est bien pratique les remords, Greg, non? Et la haine, n'est-ce pas encore mieux? Elle efface ce qui pourrait interférer ou assoupir ses résolutions. Elle te rend plus sûr de toi, plus fort. Mais devant moi, Greg, devant moi, tu ne peux te mentir à toi-même. Notre couple était au bord du gouffre et pourtant tu poursuivais tes frasques, à te répandre entre tous les saints que tu croisais dans l'univers. Je voulais me racheter. Il tomba à genoux devant elle, posant son front contre le ventre où il aurait tant souhaité enfanter, mais trop tard. Je voulais me racheter! Le tissu de la chemise de nuit était doux au toucher, et deux mains se posèrent sur ses cheveux, les caressant tendrement, comme toutes les femmes du monde savaient faire pour atténuer les douleurs de leurs proches qu'elles aimaient. Je suis désolé, Rachel. Je suis tellement désolé. Des sanglots lui échappaient par flots, s'écrasant sur le sol, emportant avec eux ces vaines années de recherche et de revanche, cette haine qu'il avait si lourdement portée. Pardonne-moi. Je voulais me racheter de mes fautes. Je n'ai plus touché à une femme depuis ce jour. Je me pensais à des choses horribles contre moi-même, dans l'espoir de te retrouver. Si tu savais comme je m'en suis voulu. Les larmes coulèrent de plus belle, malgré les doigts qui, lentement, glissaient entre les touffes de cheveux, apaisant autant que possible la douleur des confessions si profondément enfouies en cet homme. Chut, mon amour, c'est fini maintenant. Et la jeune femme se mit à son tour à genoux, prenant le visage de son mari dans ses mains, front contre front. Je te pardonne, tu m'entends bien? Je te pardonne. Et je veux que tu me rejoignes enfin, mon chéri. Je veux que l'on partage à nouveau une vie heureuse comme elle aurait toujours dû être. Mais comment? Juste entre eux apparut le contacteur à clé, là où le pendentif, dernier souvenir d'une vie disparue, tournoyait sur lui-même, émettant ses éclats de lumière. Lui posant délicatement le pouce et l'index contre la clé, leurs fronts toujours pressés l'un contre l'autre, elle ajouta: Greg, je t'aimerai toujours. Partons maintenant, mon bien-aimé mari. Sans hésiter, celui-ci tourna le contacteur et, cette fois, le ronronnement ambiant changea de tonalité. Il leva la tête pour la voir une dernière fois. Toujours souriante, Rachel devint orange, vira au rouge, puis s'enflamma. Et telle une nymphe infernale, vint se lever contre lui dans une ultime étreinte de feu. Je t'aime tant, Rach. Les trappes d'évacuation tapissant les murs et le sol s'ouvrirent automatiquement dans les secondes suivantes, entraînant les gaz usés vers le vide spatial, ainsi que les résidus organiques des 3 personnes brûlées et réduites en poussière. Adenor se sentait étrangement bien, comme si ses douleurs avaient disparu. Elle inspira un grand coup, ouvrant soudain les yeux, redressant le buste, mais 2 bras la retinrent, la repoussant doucement contre le sol. Devant ses yeux grands ouverts, se tenait Fabio, souriant, la voix plus apaisante que jamais. Restez calme, Adenor. Tout va bien, vous êtes sauvés. Phil, où est-il? Juste derrière nous. Regardez par vous-même. Il s'écarta légèrement, laissant la jeune femme voir son compagnon allongé comme elle devant l'entrée du sas d'évacuation, avec Catherine à son chevet qui souriait et hochait la tête, signe que tout allait bien. Il va s'en remettre. Colmater les trous dans les poumons, c'est une des premières choses que j'ai appris à faire depuis que mes pouvoirs se sont révélés. Et je me suis occupé également de vos jambes. Les fractures et les os cassés sont ressoudés. Fabio sourit et ajouta: Entendez-vous les secours? Ils accourent pour vous. Il faudra passer quelque temps en centre de soins, mais vous survivrez tous les deux. Merci, Fabio. De rien. Je suis votre chaperon, vous ne vous souvenez pas? Et le sergent et ses hommes?
J'ai bien peur qu'il ne se soit suicidé par la méthode qu'il vous réservait. Un accès de lucidité ou de remords peut-être. Nous en reparlerons plus tard. Dormez maintenant. Il passa sa main ouverte devant le visage d'Adenor et elle s'endormit immédiatement. Raid d'univers, à suivre. Précédemment, dans Raid d'univers. Devant ses yeux grands ouverts, se tenait Fabio, souriant, la voix plus apaisante que jamais. Restez calme, Adenor. Tout va bien, vous êtes sauvé. Dormez maintenant. Il passa sa main ouverte devant le visage d'Adenor et elle s'endormit immédiatement. Raid d'univers. La plus grande saga galactique jamais racontée au podcast. Chapitre 12. Dernier pas, premier pas. Treizième épisode. Les infirmiers portèrent avec précaution les deux brancards à l'intérieur de l'ambulance de poche. Cela n'avait pas été simple, même pour un véhicule conçu à cet effet, de rejoindre les blessés, filés à Adenor, à l'arrière du compresseur. La quantité de pipelines, câbles et autres conduites électriques entre lesquelles il fallait évoluer compliquait singulièrement la tâche des sauveteurs. Fabio assistait à la scène aux côtés de la jeune Catherine, lui prodiguant à son insu réconfort et bien-être. La petite venait de voir ces dernières heures plus de sang et de violence que depuis le début de son existence. Sincèrement inquiète pour son fils adoré, mais également pour Adenor, la brave enfant faisait preuve d'une réelle empathie pour le couple, malgré ses sentiments. Le mental regretta presque ce qu'il lui avait obligé à subir en lui implantant l'amour de Feelgood, laissant son jeune âge en amplifier largement le résultat. Tout cela était malheureusement nécessaire. Ça y était. Le petit véhicule avançait, se frayant un chemin, aidé par quelques miliciens ou ingénieurs venus prêter main forte. Un des inspecteurs, le plus gradé, s'approcha d'eux, un bloc-notes et un stylo à la main. Catherine était celle qui avait donné l'appel pour les secours, et Fabio le seul témoin du suicide des 3 miliciens. Leur déposition était donc indispensable, d'autant que les médias allaient très vite s'emparer de l'histoire. Il fallait leur présenter une enquête très précise. Pensez donc. Les déjà très fameux filets Adenor, retrouvés grièvement blessés au cœur du dispositif de sécurité mis en place par le colonel Momomba Arlington, trahi par ses propres hommes qui préférèrent se suicider à la dernière seconde. Aucune chaîne de multivision n'allait manquer d'en faire ses gros titres. Fabio allait devoir se faire extrêmement petit, même s'il était peu probable que l'on remonte à lui. Devant la fébrilité flagrante de Catherine, l'inspecteur les invita à poursuivre le débriefing dans son bureau autour d'une bonne tasse de café nordiste, ce qui était une judicieuse idée. Le petit groupe contourna un énorme pipeline d'approvisionnement, en direction de la sortie. Le sergent Greg haïssait réellement Adenor pour la mort de sa femme, mais il ne serait pas passé à l'acte sans un ou deux coups de pouce de Fabio. Le professeur Carmack l'avait formé à l'art de la manipulation psychique, et celui-ci fut de loin le meilleur élève qu'il eût connu, au point probablement de dépasser le maître. Il n'empêche que le mental blond aurait bien aimé partager sa fierté avec le vieux savant revenu d'outre-tombe, rien que pour lui présenter toutes les subtilités dont il avait agrémenté l'affaire. Ce petit mot au couple pour ne pas qu'il sorte, par exemple, sachant pertinemment ce que cela déclencherait chez la Texane avide de liberté.
Catherine, qui, amoureuse, les suivit et les sauva de justesse pour les offrir tranquillement aux bons offices du sergent Greg. Celui-ci ayant déjà fantasmé la mort de l'agent 12 par l'évacuation des gaz ionisés, il ne restait qu'à le laisser recruter quelques complices. Tout cela sans même que le mental ait à tordre une seule conscience. Du grand art, vraiment. Et sans laisser une seule trace. Pas le moindre indice. Greg ayant lui-même verrouillé toute... Fabio Stopanet. Le complice derrière les caméras. Le camarade d'école du sergent. Il avait dû assister à tout. L'arrivée du mental, les miliciens sortant le couple pour s'y placer eux-mêmes, Greg en pleine illusion de retrouvailles avec sa femme, submergé de remords, fermant le sas sur lui-même quand Fabio tournait l'attelé pour les désintégrer. Ouf, l'opérateur était toujours là, seul dans son centre de contrôle. Il observait le mental, enregistrant en vue d'une quelconque contre-attaque, ignorant qu'il était lui-même observé par sa proie, et que des miliciens étaient en route pour l'interroger. Comment pouvais-tu croire que tu allais m'échapper, petit joueur ? C'était fini, Fabio fit demi-tour et rejoignit la jeune Catherine vers le bureau de l'inspecteur. Il riait sous cap. Dans quelques minutes, on allait annoncer qu'un autre complice de Greg venait de se tirer une balle dans la tête, en ayant préalablement formaté plusieurs disques de sauvegarde des caméras vidéo. Ceci pourrait être une bonne leçon. Ne jamais être trop prétentieux et pécher par suffisance. Carmack lui disait bien que tordre un bras permet de diriger certaines personnes, mais que convaincre par des actions indirectes est comparativement bien plus efficace. Faire une omelette en laissant les œufs se casser d'eux-mêmes, en quelque sorte. D'où tout ce schéma avec un seul but, que Phil et Adenor le considèrent comme un ami, une personne en laquelle ils auraient toute confiance. Le ménage à trois virait logiquement à la confrontation. Il fallait qu'ils se sentent profondément et sincèrement reconnaissants envers lui. C'était indispensable pour la suite. L'art de la manipulation requiert de la modestie. Il saura s'en souvenir. Raid d'univers, à suivre. Précédemment, dans Raid d'univers. Dans quelques minutes, on allait annoncer qu'un autre complice de Greg venait de se tirer une balle dans la tête, en ayant préalablement formaté plusieurs disques de sauvegarde des caméras vidéo. D'où tout ce schéma avec un seul but, que Phil et Adenor le considèrent comme un ami, une personne en laquelle ils auraient toute confiance. Raid d'univers. La plus grande saga galactique jamais racontée au podcast. Chapitre 12. Dernier pas, premier pas. Quatorzième épisode. Les 4 agresseurs se suicident et leurs 2 victimes seraient toujours vivantes? Mais c'est de la sorcellerie, ma parole! Tu ne crois pas si bien dire, John. Déjà des bruits commencent à courir dans mon vaisseau sur ces 2 héros protégés des dieux. Et dire qu'on s'en croyait débarrassé. Ajouta froidement Benkana. Au moins une personne que la Feelgood et Adenor Mania ne risquaient pas de toucher, s'amusa à penser le colonel Arlington. Dans son bureau contigu au poste de commandement de son transporteur, il était en conversation radio avec J. et Phil, et la commandante, tous deux sur le départ. Entre vieux compagnons d'armes, ils devaient se parler au moins une dernière fois, ne serait-ce que pour se souhaiter bonne chance. Momumba ne pouvait cependant pas passer sous silence l'information sur l'agression, puis l'extraordinaire sauvetage du couple si médiatique qu'il avait accueilli. Mon problème vient également du fait que ce sont des hommes à moi qui ont tout organisé. Les premiers éléments de l'enquête ne sont qu'une suite de présomptions parfaitement convergentes. Vis-à-vis de mes équipes, cela jette un froid. Vis-à-vis des médias, c'est carrément une catastrophe. Courage, Momumba.
Tu sauras jongler avec eux, d'autant que votre départ est pour bientôt. Les gens vont vite penser à autre chose. Nous sommes oisifs sur Pignata El Grande depuis plus de 2 semaines. Ils n'ont plus de nouveautés à se mettre sous la dent, c'est tout. Une semaine à attendre notre tour, cela peut être très long, tu sais. Mais bon, puisses-tu dire vrai, mon ami? Nous verrons bien. Bien, nous souhaitons-nous bonne chance chacun notre tour ou tous ensemble? Aurora, tu vas être la tête de l'Exode, c'est donc à toi de le faire. C'est la tradition des marins de l'espace. Tradition, je n'y connais pas grand-chose en capitainerie spatiale quant au discours. Les deux autres ne bronchèrent pas, attendant patiemment ce qu'ils savaient être un honneur que leur grande amie saurait prendre. Il fallait juste qu'elle se sente désirée. Bon d'accord, bande de vieux machins tout fripés, j'espère que l'on se reverra tous sans encombre à la sortie de la passe, que Momomba racontera encore ses proverbes incompréhensibles et que John fera son John comme toujours. Un soupçon d'humour, une voix plus familière, la Benkana qu'il connaissait semblait refaire surface l'espace d'un instant. Et cela fit sincèrement plaisir aux deux hommes. Merci Aurora. À toi également je te souhaite bonne chance. Et à toi aussi, John. Momomba, on se reverra de l'autre côté. Aurora, je pense que nous ne nous quitterons pas de sitôt. Encore un petit silence, uniquement brisé par les crachotements habituels du signal radio. Dernier lien entre les 3 héros de la résistance de Materwan, avant le grand départ. Ils ne se reverraient au mieux que dans un mois. La passe réservait ses secrets et chaque traversée recelait de son lot de surprises. Comment se dire au revoir sans se dire adieu? Ce fut le commandant Benkana, utilisant son nouveau rang de porteuse de chance, qui clôtura la discussion virant au sentimentalisme sans fin. Messieurs, retenons ce moment quelque part dans notre mémoire. Nous quittons la galaxie connue et nous partons vers n'importe quoi du moment que cela soit différent et plus excitant. Je vous donne rendez-vous de l'autre côté. Bien parlé. Excellent, Aurora, je te retrouve. Allez les amis, l'heure est venue. Rendez-vous dans un mois, Arlington. Au revoir donc. À dans un mois. Transporteur numéro 3, fin de communication. Le colonel se leva et, traversant l'espace de la pièce, il pénétra dans le centre de contrôle où se trouvaient exceptionnellement tous les ingénieurs, opérateurs et navigateurs du vaisseau. Tous étaient venus suivre le départ simultané de 3 transporteurs de l'Exode. Les géants étaient alignés. À quelques kilomètres devant eux, tout feu allumé, les réacteurs principaux au minimum, chauffant probablement les compresseurs dimensionnels pour le grand saut. Quel exploit tout de même! On allait faire des convois de vaisseaux géants synchronisés au travers des dimensions, pénétrant ensemble dans la plus fantastique aberration de l'espace. Une fois de plus, l'Exode écrivait l'histoire. Petit sourire. Le colonel se demanda s'ils allaient réussir ce ménage à 3 avec Sterling Price. J. F. Hill soutenait que oui, mais déjà il avait eu un léger accrochage avec Benkana. Qu'en serait-il durant les 3 semaines de la traversée? Ce sera la surprise. On ne pourra plus communiquer avec eux une fois dans la passe. Des petites lueurs éclairaient la station derrière eux, et une partie des spectateurs se colla aux fenêtres de côté. On tirait un feu d'artifice depuis Pignata, une sorte de salut aux centaines de milliers de touristes qui étaient venus dépenser leurs dernières pièces dans les casinos. Ou peut-être simplement un signe cordial de marin à d'autres marins au départ vers l'inconnu. Il soupira, s'enfonçant mollement dans son fauteuil, le regard toujours pointé vers 3 transporteurs flottant dans le vide face à lui.
C'était le dernier pas. Après, plus de retour possible. Ils seront livrés à eux-mêmes. Materwan sera débarrassé de ses gêneurs. Et Antares IV corra plusieurs mois de voyage. Arlington croisa ses mains devant le menton. Attitude de profonde réflexion. J'ai un mauvais pressentiment. Dieu sait ce que tout cela nous réserve. Bonne chance, mes amis. Survivez, c'est tout ce que je vous demande. Trois flashs. L'un après l'autre, les transporteurs venaient de disparaître. Dans un jour, ils entreront dans la passe de Magellan, et le destin de l'humanité changera à tout jamais. Momumba fermait les yeux en une prière muette. Fin du chapitre 12. Raid d'univers à suivre.